Zakweli, l'entretien de la matinale. Notre Zakweli du jour avec vous, Ilona Youssoufa, bonjour. Bonjour Kamar et bonjour à tous. Ce matin, vous recevez celui qui a une 7e dan, vous ne le saviez pas ça. Donc 7e dan, Mahmoud Azari, docteur en économie quantitative du développement. Bonjour. On va utiliser économiste du développement. Bonjour Mahmoud. Oui, il est docteur. Aziari, bonjour. Infirmier. Bonjour et merci de faire partie des nôtres ce matin. Bonjour. Alors, nous sommes à plus de 3 mois après le passage du cyclone Chido. Est-ce que vous, en tant qu'économiste du développement, vous avez pu faire votre propre diagnostic et peut-être vous avez une idée réellement de l'importance des dégâts? D'abord, c'est visible, c'est quelque chose qu'on voit. Il suffit de passer dans tous les quartiers et puis on voit tous les dégâts qu'il y a eu. Mais j'ai compris qu'il y a une mission d'évaluation. Moi, personnellement, je n'ai pas pu encore voir le rapport, mais j'entends des échos. C'est des dégâts énormes. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que les mesures pour soutenir financièrement les gens qui ont subi ces dégâts ne sont vraiment pas à la hauteur. L'arrêté qui fixe les conditions de l'octroi du prêt est paru hier. Mais au-delà de ça, il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge pour aider les gens qui ne peuvent pas rembourser des prêts, qui sont déjà endettés jusqu'au cou, etc. Je pense qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Tout le monde en a pris conscience, pas seulement au niveau national, mais même au niveau international. Mais les réponses, même par rapport à la France, à l'Europe, les réponses ne sont pas à la hauteur. Mais justement, quand on voit qu'il y a une catastrophe naturelle de cette ampleur, on se dit que là, on fait un peu abstraction peut-être au fait que les finances de l'État, voilà, c'est pas trop ça, elles sont dans une situation critique. Mais on se dit qu'au vu de l'ampleur exceptionnelle du phénomène, l'État va investir massivement, qu'il y aura un effort financier conséquent. Mais est-ce qu'au final, c'est pas sur un plan réglementaire qu'il y a des verrous qui empêchent au final justement d'agir, ou il est où le problème? Non, il n'y a pas de verrou. La France a ses fonds d'aide à des victimes de catastrophes naturelles. L'Europe a ses fonds d'aide de victimes de catastrophes à des victimes de catastrophes naturelles. Et je pense que le mécanisme lui-même, d'abord, n'avait pas été pensé avant. Et ça, c'est étrange. Parce que quand on voit chez les Réunionnais, tout est précalculé parce qu'ils sont peut-être habitués au cyclone. Mais nous, ici, ça fait longtemps qu'on voit le cyclone arriver jusqu'à nos portes et puis repartir. Mais une fois, 2 fois, 3 fois, on savait bien qu'à un moment donné, le cyclone arriverait. Et le fait qu'on n'ait rien anticipé, c'est ça qui est étonnant. On n'a rien anticipé pour les constructions, on n'a rien anticipé pour agir vite, l'électricité, l'Internet, tout ça, on n'a rien anticipé. Les bureaux ont été détruits. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui n'ont pas de bureau. Ce qui est étrange, c'est ça. C'est le fait de ne pas anticiper. Je pense que quand le sénateur Sadoumer Wali demande une enquête, c'est pas une enquête pour dire que quelqu'un doit aller en prison, je ne sais pas quoi. C'est une enquête pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'anticipation, dans l'analyse du phénomène, pour que si jamais ça doit se reproduire, que les gens soient préparés. Et là, justement, vous parlez donc d'un certain manque d'anticipation. Et est-ce que l'après, du coup, Chido, vous trouvez que tous les diagnostics ont été faits pour permettre à Mayotte de se relever? Là, on parle du coup de post-Chido. D'abord, du point de vue des ménages. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment pris la mesure de la situation. On le verra. Prenons par exemple les gens qui construisent leur maison. Il y a beaucoup de toitures qui se sont envolées. Il y a eu quelques dégâts dans les maisons. On sait que c'est dû à la façon de construire. Mais supposez que Mayotte avait une agence d'urbanisme, quelque chose qui est accessible à la population. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut payer un bureau d'études pour aller au moment de construire la maison, analyser le poids de la maison, la charpente, les arases, etc. S'il y avait une agence d'urbanisme où les Mahorais allaient se renseigner pour au moins avoir les bases. Je veux construire une maison à un étage, à 2. Quelles sont les fondations, mon terrain, comment il est, les études de sol, etc., etc. Peut-être qu'on n'en serait pas là. Et là, même après Chido, il y a des gens qui sont en train de refaire leur toiture là.
C'est même pas sûr que les gens qui font ça bénéficient justement de conseils pour dire attention, ne refaites pas comme ça, mais faites plutôt comme ça pour que s'il y a encore une catastrophe naturelle, vous ne soyez pas impacté. Mais pour ça, voilà, il faudrait qu'il y ait des aides aussi conséquentes. C'est pas tout un chacun. Il faudrait qu'il y ait, justement, c'est ce que je dis. Il faudrait non seulement qu'il y ait de l'aide pour construire, mais de l'aide pour conseiller chaque famille. Et même, ça devrait, à un moment donné, être des réunions publiques ou même des émissions spéciales à la télévision, à la radio, pour essayer d'expliquer aux gens, ne construisez pas comme ça, plutôt construisez comme ça, parce qu'on est en zone sismique, en zone cyclonique, etc. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, il avait évalué autour de 3,5 milliards d'euros le coût des destructions causées par le cyclone Chido à Mayotte. Est-ce que vous, ce montant interpelle l'économiste que vous êtes? Alors, moi, je pense qu'il partait des évaluations qui ont été faites. Mais c'est difficile aujourd'hui à Mayotte de parler seulement de reconstruction. Parce que finalement, quand on lit même les rapports qui ont été faits, tout le monde dit que Mayotte était déjà dans une situation difficile avant Chido. Et donc, Chido est venu, en fait, mettre tout par terre, mais Mayotte était déjà dans une situation difficile. Donc, on ne parle pas de reconstruire, parce que reconstruire signifie qu'on refait les mêmes choses. Mais ça fait quand même longtemps, depuis 2018 au moins, que nous parlons de construction. Je dis quand il y a eu la grève de 2018, puis la grève de 2024, mais surtout en 2018, où on a fait l'essai une mesure et que l'État a répondu par 1,7 milliard d'euros, dont finalement on ne voit aucun résultat. On a bien parlé de manque de reconstruction, de toutes ces choses-là. Mais justement, revenir aux 3,5 milliards, c'est assez ou pas? Parce qu'en fait, si je vous pose la question, c'est que hier, à cette même place, il y avait Ahmed Atoumani Douchina, un ancien président du Conseil général. Lui, il sous-entendait qu'il aurait peut-être fallu faire un chiffrage indépendant, peut-être faire à des experts indépendants pour aussi comparer entre ce que dit l'État et peut-être le coût réel de la reconstruction de l'île. Le coût réel, vous savez, vous le savez jamais à l'avance. Allez regarder Caribus, allez regarder la nouvelle route du littoral à La Réunion, allez regarder les Tamarins, tous les grands projets qui ont été faits, on a fait des calculs à la base. Souvent, on est arrivé au double à la fin. L'idée, c'est toujours de savoir d'abord où on trouve l'argent, comment on finance. Chaque fois qu'il y a un projet, on commence par dire comment le projet va être fait et puis comment il va financer, qu'il n'y ait pas de surcoût, etc. Mais une fois que vous avez financé, après, tout de suite, il faut se dire s'il y a des avenants, s'il y a des choses imprévues, s'il y a des choses comme ça. Donc, jamais on est sûr. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire en sorte que Mayotte n'ait pas des contraintes financières. Du genre, là, on est bloqué, on ne pourra pas. Là, on est bloqué, on ne pourra pas. Là, on est bloqué, on ne pourra pas. Aujourd'hui, en parlant de finances et d'économie, aujourd'hui, comment on relève l'île? Quel secteur pourrait justement permettre de relancer un peu l'économie si on devait en choisir qu'un? Il n'y en a pas qu'un, mais d'abord les infrastructures. Oui, parce que si vous refaites les routes, vous faites de nouvelles routes qui contournent des zones qui sont congestionnées. Vous faites le port, parce qu'au port, aujourd'hui, si on a des problèmes d'approvisionnement, c'est parce qu'on a un tout petit port. Mais le port d'une île de 15 000 habitants, c'est le port qu'on a, l'aéroport. Voilà, c'est trois dimensions-là. Et puis après, il y a des choses pour organiser la vie, les infrastructures pour faire du sport, de la culture, les écoles, les hôpitaux, etc. Mais d'abord la mobilité et le désenclavement. C'est ça qui nous ouvre au monde. Alors justement, après le cyclone Chido, il y a eu d'abord cette loi d'urgence dans l'immédiateté. Et puis, il y a le second volet, donc cette loi de programmation qui est déjà en préparation, qui doit permettre justement de relever l'île autant économiquement, éducativement, même dans la lutte contre l'immigration clandestine. Je sais que vous avez parcouru le projet de loi de programmation. L'État, ce sont de bonnes mesures qui sont dedans? Alors, il y a de bonnes mesures, mais il y avait déjà de bonnes mesures quand on a fait ce plan, je ne sais plus comment il s'appelait, de Yannick Girardin, qui a donné les 1,7 milliard. En réalité, c'est 1,645 milliards. Il y avait déjà de bonnes mesures. Quand on a fait Mayotte 2025, en 2015, et qu'on a fait la stratégie Mayotte 2025, il y avait de bonnes mesures. Il y a toujours eu de bonnes mesures. Mais tant qu'on ne fait pas le bilan pour essayer de comprendre pourquoi, quand il y a de bonnes mesures, les choses ne s'en font pas, ça signifie qu'on ne fera pas. Moi, j'ai parcouru, il y a de bonnes mesures, mais il se trouve que, étant déjà habitué, au moment où je parcours la loi de programmation,
Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ouvre le contrat qui a été fait sur les 1,7 milliard. J'ouvre en même temps la stratégie Mayotte 2025. J'ai les 3 documents comme ça. Et je dis, mais là, ça, c'est là, ça, c'est là, ça, c'est là, ça, c'est là. Et ça, donc 2025, 2015 pour 2025, pas fait. 2018, prévu 2019 jusqu'à 2022, c'est pas fait. Qu'est-ce qui fait que ça se fera? Eh bien, et ça se fera pas. Ça se fera pas parce Vous que partez déjà du postulat oui, que ça se fera mais pas. bien sûr, les mêmes raisons, produisent les mêmes effets. Mais moi, je voulais vraiment attirer l'attention des Mahorais sur une chose essentielle. J'ai lu la loi d'urgence. J'étais un des premiers à le lire. Il se trouve que je l'ai eu même avant les élus de Mayotte par des liens. Et quand j'ai lu, j'ai tout de suite vu qu'il y a une obsession de Paris à transformer Mayotte, à construire Mayotte comme eux, ils l'entendent à Paris, sans la vie des Mahorais et sans même en mesurer les effets sur la vie des Mahorais, qui perdurent depuis des années. Donc c'est moi qui ai attiré l'attention sur le fameux article 10, et ne voyant pas les Mahorais réagir, c'est moi qui ai contacté par l'intermédiaire de Yasmina Ouni les parlementaires de LFI, notamment les députés, et qui ont mené cette bataille jusqu'à supprimer l'article 10. Et qu'est-ce que je vois? Il est revenu sur une autre forme. Je vois le même article 10 revient sur la loi programme. Et donc, je regarde tout autour, effectivement, toutes ces bonnes mesures. Alors, je dis bien bonnes mesures. Des amis vont me critiquer, me dire « Ah, mais toi, tu dis que ce sont de bonnes mesures. » Eh bien, je le dis, ce sont de bonnes mesures, mais qui ne se feront pas. Pourquoi? Parce que quand je lis ça, à travers les lignes, j'ai quand même une certaine expérience après 10 ans à la CIM, et puis ça, je connais, je sais qu'ils sont avec qui je discute, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Je lis l'article 20. Et l'article 20, c'est exactement l'article 10. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour le balai, il est là. Et quand je le relis tout de suite à l'histoire de Batolo, aux familles à qui on veut prendre 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, et que j'ai vu le plan de ce fameux projet qui s'appelle Mkayamba, alors que Mkayamba, au départ, c'était des logements sociaux, et puis ils ont transformé le projet du NPRU, donc de renouvellement urbain, qu'ils l'appellent Mkayamba, pour masquer l'idée que Mkayamba, c'était des logements sociaux. Et quand je lis l'article 20, qui, lui, essaie d'aller au-delà des articles qui s'appellent 522-1 jusqu'à 522-4 du Code de l'expropriation, j'ai compris juste une chose, mais comme si une lumière venait. Les Anglais appellent ça « flash of insight ». Mais à ce moment-là, quand on voit ces 19 pages, au final, est-ce qu'il y a eu concertation avec les élus locaux? Encore une fois, c'est Paris qui est venu soumettre déjà le document tout préparé. Parce que cet article, il avait été supprimé, les élus étaient contre. Oui, mais c'est là où on voit, qu'on voit que ou bien ils se fichent pas mal des élus, ou bien ce sont les élus qui s'en fichent, qui sont négligents. Moi, personnellement, je ne mets pas la faute que sur l'État. Je mets la faute aussi sur les élus. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous avez eu cette note, mais quand la loi d'urgence est arrivée, j'ai fait une note de 9 pages. 9 pages. Combien d'élus m'ont sollicité pour en parler? Zéro. Zéro. À Mayotte. Il n'y a que quand les gens de LFI ont lu cette note, que 2 députés sont venus ici, qu'on a parlé, et qu'ils ont tout de suite dit aux gars, battez-vous pour la suppression. Et je le dis, même si beaucoup de Mahorais ne les aiment pas ici, c'est grâce à eux qu'on a supprimé ça. Donc, je reviens juste sur l'idée de l'article 20, qui pour moi, je me demande si on ne joue pas la même chose que la loi d'urgence, où on sait que tout ne se fera pas, mais on aura ce qu'on veut, parce que l'article 20 va en fait spécifier, comment on dit, va passer au-dessus du code de l'expropriation, parce que la France a quand même un code de l'expropriation. Et partout, ce code-là est utilisé pour aménager, pour faire des choses. Mais ici, l'obsession, c'est le logement. Et c'est le logement social. Et carrément, il y a quelque chose qui s'appelle une feuille de route, qui s'appelle du bidonville au logement. Qui est dans les bidonvilles? À quoi participe le bidonville dans le développement de Mayotte pour qu'on dise que du bidonville au logement? Est-ce que du bidonville au logement, c'est une feuille de route qui va développer Mayotte?
Non. Rapidement, parce que là, du coup, le temps, il est bientôt écoulé, juste, mais on va poursuivre cet échange, notamment après le flash. Mais est-ce qu'au final, quand on voit tous les paramètres, on prend en compte tout ça, Mayotte pourra se relever de ce cyclone, économiquement parlant, à tous les niveaux? Vous êtes optimiste ou... Non, moi, je ne suis pas optimiste. Pour une raison simple, c'est que dans le passé, moi, ce que j'ai vu, ce que je connais, c'est que d'une certaine façon, c'est l'État qui a freiné le développement de Mayotte. Une fois, on a été à une conférence avec, à l'époque, c'était Isiaka Abdillaye qui était président, et on avait dit, on va dire à la conférence où il y avait tous les gens des Outre-mer, il y avait des gens des ministères. On dit à Mayotte, l'État appuie sur le frein et dit aux Mahorais, accélérez, mais rouler, mais accélérer. Mais eux, ils ont mis le frein à main et avec la jambe, ils ont appuyé sur le frein. Au sortir de là, on nous a envoyé un véhicule comme quoi on devait avoir une réunion à l'Élysée. Et quand on est à l'Élysée, on dit, mais qu'est-ce que vous racontez, etc., etc. Et là, on leur a fait la démonstration. Mais c'était pratiquement pour nous dire, mais qu'est-ce que vous racontez que l'État appuie sur le frein? Mais l'État appuie sur le frein. Mais là, en 2018, Annick Jardin a fait une déclaration à l'Assemblée nationale pour dire, ça fait des décennies que l'État a abandonné Mayotte. 2018, ça fait 7 ans maintenant. Et là, quand on lit tous les documents qui ont été faits là, on dit, oui, c'est vrai que à Mayotte, on n'a rien fait, on n'a pas investi, on n'a pas tout ça. Mais si nous ne faisons pas le bilan de tout ce qu'on a dit depuis 2015 pour stratégie 2025, depuis 2018 avec ce projet-là, et même avant, depuis 2009, quand il y a eu toutes ces réunions ici pour essayer de construire, en fait, on ne le fera pas parce qu'on ne pourra pas pointer du doigt les vrais freins qui font que Mayotte ne se développe pas. Et on va poursuivre cet échange, Mahmoud Aziari.